Bienvenue sur votre podcast Richesse d'Afrique. Je sais que tout le monde dit que l'Afrique est le continent de demain, mais moi j'aimerais que l'Afrique soit surtout le continent d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez dire à un Gabonais d'investir au Cameroun si juste pour prendre l'avion pour venir dans votre pays, d'abord il faut qu'il ait un visa. Vous avez dit que vous voulez être un pont. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous ne pouvez pas reprocher par exemple à quelqu'un qui est né ici, qui a grandi ici, qui a toute sa vie ici, de dire pourquoi tu rentres pas dans ton pays d'origine. C'est peut-être plus d'ailleurs le pays de ses parents que son propre pays à lui-même. La diaspora a souvent pour moi le même sentiment que le colonisateur. La diaspora a souvent l'impression que quand elle doit arriver dans un pays, c'est parce qu'elle a attendu. Moi j'ai beaucoup de gens qui me disent « je dois aller là-bas parce que là-bas on m'attend ». Bonjour à tous, bienvenue sur votre podcast Richesse d'Afrique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Monsieur Stéphane Tiki. Je suis tellement heureuse de vous accueillir sur notre plateau. Quel bonheur d'être ici. Merci beaucoup pour cette belle invitation et ça me permet de rendre hommage à tout ce que vous faites, vous et vos équipes, notamment sur les vraies valeurs du continent et de parler en bien de ce continent africain qu'on aime tant. Alors, comme je vous l'avais dit en message, le redis devant tout le monde, c'est un honneur pour nous, Diambilai Business Center, de pouvoir accueillir un grand homme comme vous et à partager ce excellent moment. Tu pourras couper? Oui. OK. Et partager ce excellent moment. Alors, j'ai envie que toutes les personnes qui vont nous regarder puissent savoir qui êtes-vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je sais que vous avez plusieurs casquettes. Je ne veux pas prendre de risque. Vous êtes sûr qu'on a 2 heures là? Non, plus sérieusement, voilà, moi je m'appelle Stéphane Tiki, comme vous l'avez dit. Je suis né au Cameroun, je suis né le 18 septembre 1987 à Yaoundé. J'ai grandi au Cameroun et je suis arrivé ici après mon bac. J'ai été à l'université Paris 1, à la Sorbonne. Je suis diplômé d'économie d'entreprise et relations internationales. J'ai commencé au début de ma carrière dans la politique. J'ai été le premier Africain à être président des jeunes dans un parti politique français. J'étais président des jeunes de l'UMP. Okay. Et aujourd'hui, je suis numéro 2 du groupement du patronat francophone, qui est le premier réseau d'affaires francophones dans le monde basé sur des PME, avec 2 millions de PME que nous installons dans tous les pays où on parle français, avec 60 organisations patronales. Et à côté de ça, j'ai créé aussi mon entreprise, parce que accompagner des entreprises qui vont s'installer, c'est quand même mieux quand nous-mêmes, on est chef d'entreprise. Totalement. C'est important la cohérence, vous voyez, je suis un homme cohérent. Et donc, cette structure s'appelle Shaba Consulting Group, qui accompagne tous les porteurs de projets qui veulent s'implanter en Afrique, agriculture, formation, économie, numérique, tech, sport, culture, parce que le sport et la culture font aussi partie maintenant du business. Totalement. Et on essaie de développer, avec notamment la partie que vous connaissez bien, les ICC, Industrie culturelle et créative. Voilà. Et puis récemment, j'ai créé un club d'excellence qui s'appelle Powerhouse, qui est un club d'excellence qui permet d'honorer et de rassembler tous les bâtisseurs de ponts entre l'Europe et l'Afrique, et maintenant la Caraïbe, parce que je pense qu'il faut qu'on parle aussi avec nos frères ultramarins, et on met en avant tous ces parcours-là. On a honoré en décembre dernier des personnalités d'excellence que vous connaissez, Francine Ganou, Sonia Roland, Estelle Mosley, et là on a avec le vice-président du Sénat, il y a quelques jours, une semaine il me semble, on a honoré des personnalités en leur remettant la médaille de la République française du Sénat. Donc c'est la France qui les a honorés avec des personnalités d'excellence comme Gaëtan Muller, Cyril Gann, Flora Coquerel, Brigitte Ossou, Nadège Bossondiane, Elisabeth Moreno. Voilà, donc ce sont les personnes qu'on a honorées. Et vous voyez la force qu'on en fait dans ce Powerhouse, c'est qu'on honore des personnes qui n'ont pas forcément le même parcours, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même chemin, mais avec qui nous partageons 2 choses, la résilience et l'ambition de l'excellence dans plein de domaines qui sont la jeunesse, le sport, l'économie, la politique, le business et aussi la culture. Voilà, donc on a ce club-là qui permet aussi de mettre en avant les gens qui sont dans l'excellence, qui font le pont entre l'Europe et l'Afrique. Je vous donne un exemple. On avait à la fois une Brigitte Ossou qui a créé la grande chaîne de la Villa Maasai, voilà, avec Elisabeth Chungi qui est aussi originaire du Cameroun, mais qui est vice-présidente du groupe Orange et au comité exécutif, avec une Elisabeth Moreno qui a été la première femme PDG d'un grand groupe en Afrique avec le groupe HP et qui a été ministre. Mais de l'autre côté, on a aussi Youssouf Kamara qui a créé la Maison pour l'Afrique. Et à côté de ça, on a honoré aussi Passy Balende, le chanteur, la légende, et Stomy Bugsy. Vous voyez, donc on a vraiment des gens excellents. On a honoré aussi Didi B. Donc vous voyez, on a des gens excellents dans tous les domaines, qu'ils soient dans l'économie, dans le business, dans le sport, dans la culture, dans le numérique et aussi dans la diplomatie. Donc on est vraiment là pour célébrer un peu ceux qui font des choses bien
Et en fait, cette idée de créer ce club Powerhouse, c'est parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui disent toujours du mal de ce que font les diasporas ou de ce que font les gens qui viennent. Totalement. Et alors, je vous le dis parce que je le pense profondément. Pour moi, ces gens qui font le désordre, il faut évidemment leur taper dessus. Mais malheureusement, ils ne représentent que 10% des C'est ce gens. que j'allais dire, Et moi, je totalement. fais le rêve en créant ce club avec des gens qui sont ici, qui m'accompagnent, hein. Il y a Nora qui est ici et Christopher, Nine-Marie et toute l'équipe. Moi, je fais le rêve qu'on puisse créer quelque chose d'excellence dans lequel on met en avant les gens qui font vraiment les choses. Ceux que j'appelle et que je surnomme la majorité silencieuse, ceux qui travaillent sans faire le bruit. Et ben nous, on se sert justement de ce club pour faire le bruit en disant qu'il y a ce bruit positif, que les gens qui viennent ici sont une valeur ajoutée et sont un pont entre la France et l'Afrique et qu'on a besoin de célébrer l'excellence et montrer aussi enfin qu'on a de l'excellence dans tous les domaines, dans le sport. Cyril Gann, originaire des Antilles, de Guadeloupe, Francine Ganou, Gaëtan Muller, dans la musique, Didi B, dans la musique, Passy Balende, Tommy Bugsy, dans l'économie, Elisabeth Chungi, dans la politique, Elisabeth Moreno, et ben vous voyez, avec aussi Brigitte Ossou, toute cette petite panoplie de gens. On avait Estelle Mossi, qui était la première femme qui était candidate à la présidente de la Fédération de la boxe. Voilà, et je termine en vous disant qu'on a fait un événement le 8 mars dernier. C'était un petit pari qu'on s'est lancé avec cette équipe merveilleuse, Dream Team, de se dire qu'on a envie de faire un événement pour les femmes, mais pas pour dire que ça va pas, pour montrer que les femmes partagent aussi ces deux mots importants, la résilience et l'excellence. Et parmi ces femmes-là, on avait des femmes comme Virginie Calmels, qui a été à 30 ans PDG du groupe Euro Disney et Canal+, mais aussi avoir des femmes comme Laetitia Elouette, première femme africaine à la Cour des comptes. Voilà, plein de profils de femmes d'excellence qui sont venues montrer que, même si c'est difficile, comment. Et puis on avait Sonia Roland, qui est la première africaine à avoir été Miss France en 2000, il y a 25 ans, avec qui on a regardé aussi son film. Donc vous voyez, on a ces gens qui ont réussi, qui sont des partages d'espérance. Et évidemment, oui, hein, c'est difficile. Évidemment, oui, on tombe et on se relève. Et c'est la vie que nous menons tous les uns avec les autres. Mais à la seule différence qu'on a décidé de faire, c'est que notre génération, elle a décidé qu'on va tomber ensemble et on va se relever ensemble, parce qu'en se relevant ensemble, on est plus fort que quand on est tombé tout seul. Yes, je suis totalement d'accord. C'est très beau ce que vous venez de dire. Et comme je le disais, il a tellement un très grand parcours que je me suis dit non, il fallait que vous puissiez vous présenter seul et vous l'avez merveilleusement bien fait. Alors, j'aurais une question pour vous. Quelle est votre perception de l'Afrique ? Moi, je suis profondément amoureux de ce continent qui s'appelle l'Afrique. D'ailleurs, j'habite en France, mais je vis en Afrique. Tous les 15 jours, je vais dans un pays différent du continent pour accompagner des PME qui vont s'y installer, pour faire du développement économique. Je sais que tout le monde dit que l'Afrique est le continent de demain, mais moi, j'aimerais que l'Afrique soit surtout le continent d'aujourd'hui. Et je considère que ce développement économique de l'Afrique ne passe que par un seul mot, c'est le développement à travers les PME. Les PME créent de la richesse. Et lorsqu'on amène des PME dans les pays du continent africain, ça peut être au Bénin, ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être au Cameroun, ça peut être au Congo RDC ou au Congo Brazzaville. Et ben ces PME qui viennent, elles font un écosystème gagnant parce qu'elles s'implantent, on forme la main-d'œuvre locale. C'est important parce qu'on veut donner à ceux qui sont sur place l'autonomie de pouvoir faire, même si les entreprises doivent partir après. On les permet de créer des emplois. Créer des emplois veut dire augmenter le pouvoir d'achat et on a permis à ces gens-là de mieux vivre. Et donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Et je sais que je suis très minoritaire là-dessus, mais moi, je suis un des premiers soutiens de la ZLECAf. Je crois en cette zone économique de libre-échange. J'ai beaucoup lu, et j'ai beaucoup lu d'ailleurs Jean Monnet, hein, qui a quand même eu l'idée de faire cette CK et cette CE, la CK, la communauté économique de charbon et d'acier. Et en regardant ce qu'ils ont fait, ce qui a créé la CK, qui est devenue la CE, après, avant, qui est un des ancêtres de l'Union européenne, et ben on s'est rendu compte qu'ils se sont dit, voilà, on est plus fort ensemble. Et si on mettait ensemble cette communauté économique de charbon et d'acier, et ben on serait plus fort. Et ben moi, je pense que si aujourd'hui, on pouvait faire quelque chose d'innovant, qui fait que d'abord, on abaisse les frontières sur le continent africain et qu'on grandit ce marché en marché commun et qu'on se dit que, évidemment, il faut accueillir avec beaucoup de chaleur les gens qui viennent du Nord pour venir investir chez nous. Mais il faut accueillir avec autant de chaleur les gens qui viennent des pays de chez nous qui veulent aussi investir chez nous. Moi, je crois beaucoup en cette relation Nord-Sud et je crois encore plus à cette relation Sud-Sud qui passera justement par un abaissement des frontières. Quand je dis frontières, c'est évidemment les barrières, mais je pense aussi aux barrières économiques pour la libre circulation des biens, des personnes et des marchandises. Et peut-être, comme nous sommes aussi un peu rêveurs, on pourrait cultiver cette ambition qui serait de dire que quand même, vous êtes aussi originaire du Cameroun, on a quand même un sujet qui fait que quand aujourd'hui on prend l'avion pour faire de Yaoundé à Libreville, pour même pas 1 heure d'avion,
on en a à 150, 200 000 francs CFA. Finalement, quand vous payez un billet pour faire Yaoundé-Paris, c'est presque autant le même prix, 6 heures d'avion dans un continent différent que quand vous êtes Paris-Libreville dans la même zone qui s'appelle la CEMAC. Donc il faut aussi justement baisser ces frontières-là pour justement casser les prix, mettre de la concurrence pour qu'on puisse entreprendre entre le sud et le sud. Je vous dirais juste un dernier point là-dessus. Comment est-ce que vous pouvez dire à un Gabonais d'investir au Cameroun si juste pour prendre l'avion pour venir dans votre pays, d'abord il faut qu'il ait un visa. Vraie question, hein. On a des pays aujourd'hui où il n'y a plus de visa. Il faut le valoriser. C'est le cas par exemple d'un pays qui s'appelle le Rwanda, qui est un autre exemple important où d'ailleurs le président du patronat rwandais siège au sein du gouvernement. J'ouvre cette porte-là pour dire que très souvent on m'interroge pour savoir s'il faut choisir entre économie et politique. Mais c'est économie et politique ensemble. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre ensemble. On a besoin d'avoir l'État qui nous dit voilà les besoins dans lesquels, voyons, on parle souvent du chômage des jeunes. Et très souvent, moi je dis, pour répondre au chômage des jeunes, on a besoin que l'État nous dise voici les milieux dans lesquels il y a besoin d'avoir de la main-d'œuvre. Et nous, avec l'économie, les patrons et les entreprises, on va rediriger et orienter les entreprises, tant celles locales que celles qui viennent de l'extérieur, pour dire venez investir dans tel ou tel milieu, parce que c'est là où on peut embaucher les gens. Et vous voyez, si on fait cette macroéconomie-là comme ça, là, on crée des emplois pour les jeunes. Je ferme la parenthèse pour vous dire juste que c'est important donc d'abaisser les frontières pour la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Libre circulation qui fait qu'on fait le rêve que sur le continent, il n'y ait plus de visa entre pays du Sud et du Sud. Puisque d'ailleurs, en étant un peu taquin, certains pays du Nord, quand ils viennent sur le continent africain, n'ont pas de visa. Et dernier point, c'est abaisser la libre circulation qui fait aussi que les gens qui sont du Nord au Sud, pour une meilleure mobilité, notamment dans les zones comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest ou la CEMAC en Afrique centrale, puissent circuler plus facilement afin de pouvoir investir. Alors, moi, j'aurais une question pour vous. Je suis jeune entrepreneuse. J'ai envie d'entreprendre en Afrique. Quels conseils pourriez-vous me donner pour aller entreprendre ? Parce qu'on le dit souvent que on estime que la diaspora a abandonné l'Afrique. Mais j'ai envie de repartir, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quelle action je peux mettre en place. Quel serait votre conseil ? Écoutez, d'abord, je vais vous dire quelque chose que je dis toujours à tous les gens que j'accompagne. La première chose, c'est que pour aller en Afrique, il faut être prêt. Première chose. Deuxième chose, moi je déculpabilise toujours la diaspora. Il faut aussi faire comprendre aux nôtres que les gens de la diaspora n'ont pas toujours vocation à rentrer. Et puis il ne faut pas mettre la pression aux gens. Chacun doit vivre la vie qu'il a menée en faisant de là où il se sent le plus heureux. Vous ne pouvez pas reprocher par exemple à quelqu'un qui est né ici, qui a grandi ici, qui a toute sa vie ici, de dire pourquoi tu ne rentres pas dans ton pays d'origine. C'est peut-être plus d'ailleurs le pays de ses parents que son propre pays à lui-même. Donc moi je dis toujours, chacun en fonction de son cœur, en fonction de sa vie, doit pouvoir avoir la décision de savoir là où est-ce qu'il veut vivre. S'il veut repartir dans son pays d'origine, on en est très heureux. Mais s'il décide d'investir ne serait-ce que 0,1% de quelque chose pour redonner à ce pays-là qu'il aime tant parce que c'est le pays de ses parents, on en est très heureux aussi. Donc chacun a la liberté de pouvoir investir ou de pouvoir s'engager comme il le peut. Et moi, c'est ce que j'essaie de dire. Ensuite, par rapport à la question que vous m'avez posée, oui, je dis toujours aux gens, quand on va sur le continent africain, la diaspora doit se dire une chose. D'abord, un mot qu'on ne dit pas assez, l'humilité. Pardon, je vais être un peu taquin, mais je sais que c'est pour ça que vous m'avez invité. La diaspora a souvent pour moi le même sentiment que le colonisateur. La diaspora a souvent l'impression que quand elle doit arriver dans un pays, c'est parce qu'elle a attendu. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Je dois aller là-bas parce que là-bas, on m'attend. » Bon, je dis « Tranquille, personne ne t'attend. » Voilà. Il y a des gens qui font des choses là-bas et ils s'en sortent. C'est ça. En revanche, ce que je prône, moi, et vous allez voir, je suis un garçon très simple. Je prône un mot qui s'appelle l'addition. Je pense que si on additionne les talents de la diaspora, ce savoir-faire qu'on a appris ici dans les grandes écoles, et qu'on l'additionne avec le talent des enfants du continent qui ont un mot qu'on appelle la résilience, eh ben on va gagner parce qu'on est plus fort ensemble. Et donc je dis à mes frères de la diaspora, allez sur le terrain pour ceux qui veulent repartir. Mais d'abord, quand on va sur le continent africain, il faut y aller avec le cœur. L'Afrique, si tu ne l'aimes pas, ça sert à rien de venir. Je suis totalement d'accord. Et l'Afrique, si tu viens avec les mêmes codes sur lesquels tu vis en France pour les transporter en Afrique, reste à Paris. En Afrique, à Yaoundé, il n'y a pas le RSA. À Paris, il y a le RSA. Donc si tu n'es pas prêt, dès l'aéroport, déjà tu vas être bousculé.
Et ensuite, il y a des pays dans lesquels, moi souvent je dis aux gens, si dans des pays comme le Maroc, chère Nora, ou des pays comme la Côte d'Ivoire, tu dis c'est compliqué, le reste du continent, ça sert à rien d'essayer. Parce que pour moi, c'est des pays qui sont des pays pilotes dans l'expérience, voilà, avec un peu d'humour. Mais plus sérieusement, revenons à un peu plus de sérieux. Moi, je crois en un outil qui s'appelle l'intelligence économique, que je partage avec un ami que je vais citer, Stanislas Zézé. Nous faisons partie de ceux qui pensons que ceux qui veulent, comme vous, repartir dans les pays, doivent d'abord, à travers l'intelligence économique, regarder est-ce que ce que vous offrez, parce que moi je crois que c'est pas la demande qui crée l'offre, c'est l'offre qui crée sa propre demande. Donc moi je pense qu'en faisant des besoins des pays, il faut que vous puissiez aller sur le terrain pour dire qu'est-ce que vous proposez. Autre chose que je vous dis ici, mais je sais que c'est élémentaire, mais je le répète parce que c'est toujours mieux de l'avoir dit, l'Afrique est un assemblage de 54 pays. Nos amis qui veulent investir nous disent souvent « je veux investir en Afrique ». Bon, ce à quoi je réponds toujours « bien, très bien, c'est déjà un bon point de départ ». Mais où en Afrique? Parce que la réalité, c'est que même en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, les besoins ne sont pas les mêmes. En Afrique de l'Ouest, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, les besoins ne sont pas les mêmes. Afrique centrale, chère à notre cœur en particulier. Cameroun, Congo RDC, Congo Brazzaville, RCA, Tchad, Gabon, les besoins ne sont pas les mêmes. Afrique de l'Est, Afrique du Sud, pareil. Et d'ailleurs, je taquine souvent mes amis en leur disant, quand vous voulez investir en Europe, vous dites je vais investir en Italie, en Espagne, en Angleterre, en France. On ne dit pas j'investis en Europe. Donc il faut faire comprendre à tous les gens qui veulent investir en Afrique qu'il faut qu'ils choisissent une zone géographique qui fait qu'en fonction de là où ils veulent s'implanter, on puisse voir est-ce qu'il y a une correspondance entre l'offre et la demande. C'est ça. Deuxième chose, à travers ce qu'on fait nous, tant avec ma casquette du groupement du patronat francophone qu'avec celle de Shaba Consulting, nous sommes en direct avec les patronats, les chambres de commerce et les gouvernements, que je rappelle, les décideurs. Pourquoi? Parce que souvent, les gens qui veulent dans les pays s'installer, ils ne parlent pas avec les bonnes personnes. Et vous savez, en étant un peu taquin, j'appelle ça le syndrome du départ rapide. C'est souvent ceux qui arrivent très vite et qui, au bout de 15 jours, sont repartis aussi vite. Non, mais tu comprends, l'Afrique, c'est compliqué, on n'a pas les bonnes personnes, on ne parle pas avec les bonnes personnes, on n'arrive pas à avancer. Voilà. Mais je dis souvent à ces gens-là, dans tous les cas, il n'y a pas un pays dans le monde entier dans lequel vous allez et vous ne parlez pas avec les bonnes personnes et ça va être facile. Et il n'y a pas un pays dans lequel dans le monde vous êtes entrepreneur et que vous avez la garantie de vous dire que parce que vous entreprenez, vous allez vous en sortir. Entrepreneur, c'est un métier dans lequel on sait qu'on prend un risque, avec le risque de ne pas être sûr qu'à la fin du mois, on va pouvoir s'en sortir. Mais on décide d'ailleurs, et ça permet de tordre de cou à tous ceux qui nous écoutent, parce que souvent les gens me disent, mais tu sais, moi je crois qu'entrepreneur, c'est un métier qu'on fait tout seul. C'est pas vrai. Ceux qui vous disent ça, vous disent pas la vérité. L'entrepreneuriat, c'est une aventure individuel au service d'un collectif. Il faut s'entourer de gens qui ne pensent pas comme vous et qui vous apportent une valeur ajoutée et qui font que grâce à eux, vous faites mieux la route que quand vous êtes sans eux. Et donc moi, souvent, je dis aux gens, allez avec des gens qui vous ressemblent, mais aussi des gens qui ne vous ressemblent pas. Parce que la différence, ça crée la complémentarité et vous créez un collectif. Richesse, mais... Oui, bon, on dit ça, vous avez raison. Mais bon, on en a beaucoup qui sont dans l'aventure individuelle et qui disent non, mais moi, je vais arriver tout seul. Bah, c'est plus compliqué. Donc, nous, on est en direct avec ces décideurs-là. Et c'est pour ça que si demain vous voulez venir, bah on sera ravis de vous accompagner dans tel ou tel pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique centrale. Et même nous sommes en train de faire un pont aussi avec l'Afrique anglophone, puisque j'étais en Tanzanie il y a quelques semaines, et qu'on a envie de dire que quand même, la Tanzanie fait partie de l'Afrique. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à bâtir un pont entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, alors qu'il y a un pont entre l'Afrique anglophone et d'autres pays du continent, d'autres pays à l'extérieur du continent. Donc on fait du sud-sud. Donc on est en direct avec les décideurs économiques, patronat, chambre de commerce et aussi les décideurs des pays. Et voilà, et on essaie de marier avec un peu d'humour les uns et les autres ensemble autour de la table pour faire la route. Je vais reprendre vos mots. Vous avez dit que vous voulez être un pont. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'allais vous faire une blague, j'allais dire, je croyais que vous allez reprendre un mot en disant que j'allais vous dire que je voulais marier les gens. J'allais dire, on n'est pas encore prêt pour ce genre de... Je plaisante, je suis taquin. Non, plus sérieusement, oui, je considère que moi, je le ressens, hein, ma mission, mon engagement, mon investissement, ce pourquoi je me réveille tous les matins, c'est bâtir un pont entre l'Europe et l'Afrique, bâtir un pont entre la France et l'Afrique, et bâtir un pont entre l'Afrique et l'Afrique. Je crois et je considère qu'aujourd'hui, on doit bâtir un pont économique entre le nord et le sud, mais on doit aussi bâtir un pont entre le sud et le sud. Je m'explique. Aujourd'hui, il faut améliorer la relation économique entre la France et l'Afrique. Je vous le dis, voilà, sans aucune polémique, la relation en ce moment, elle est un peu plus compliquée, mais c'est normal. Le marché fait que quand on a été pendant longtemps dans une situation de monopole,
on en arrive à une situation aujourd'hui qui est une excellente situation, moi que j'adore, une situation de concurrence pluriparfaite dans laquelle les meilleurs projets vont être pris. Et si l'Afrique a la capacité de pouvoir choisir qui est l'accueil et qui sont les meilleurs projets, c'est parce que c'est le continent d'aujourd'hui et de demain. Et je dis pas ça pour nous, je dis ça parce que je veux que nos frères du continent se rendent compte que s'il y a des sommets Europe, Afrique, France, Afrique, Russie, Afrique, Italie, Afrique, Amérique, Afrique et autres, le seul dénominateur commun, c'est l'Afrique. Donc il faut que ceux qui sont africains prennent conscience de la chance, de la valeur qui est la leur et la chance et la valeur qui est leur continent. Quand en 2050, la population africaine sera à la hauteur de la population chinoise, à la seule différence que 70% des gens ont moins de 35 ans sur le continent. Donc l'avenir, il s'écrit en Afrique. Et nous, notre mission, c'est construire les bases pour le présent afin que demain soit un meilleur avenir qu'aujourd'hui. Wow. Donc pour moi, c'est ça en fait être un pont. Un pont aussi dans les domaines, un pont comme nous avons pu connecter une Elisabeth Moreno, parcours d'excellence, avec un Francis Ngannou, parcours d'excellence, économie et sport, culture, économie, diplomatie et culture. Parce que la culture aussi, c'est ce qui nous permet de nous rassembler, au-delà de partager cette belle langue qu'on partage ensemble. C'est aussi la culture qui nous permet de tisser des liens. Et j'ouvre une petite parenthèse aussi. Je disais récemment à nos amis des cultures qu'on a besoin aussi de marier les antennes comme les patronats avec le milieu des cultures. Parce qu'on est très heureux d'écouter aujourd'hui. Moi, j'adore écouter Taïk. J'adore écouter Dadju. J'adore écouter... plein d'autres artistes, Charlotte Dipanda par exemple, mais je considère aussi que notre mission, ça va être de préparer le Taïk de demain, de préparer la Charlotte Dipanda de demain. Et pour ça, il faut que les patronats investissent pour former les artistes, pour les préparer au métier de la musique et aussi aider la pédagogie des parents. Parce qu'on sait que nos parents veulent tous qu'on soit médecin ou avocat. Mais quand on arrive à confondre l'estomac et le pancréas, il vaut mieux être pas médecin que voilà. Voilà, donc de temps en temps, je dis aux parents, si votre fils, vous voyez qu'il n'arrive pas à être médecin, qu'il a un meilleur talent, voilà, il n'y a pas de... Vaut mieux se rediriger vers autre chose. Voilà, vaut mieux dire... En fait, moi, je pense qu'il faut avoir la capacité d'écouter les autres et de voir là où ils sont talentueux et de les guider vers le chemin dans lequel ils se sentent le plus heureux et là où ils peuvent exprimer leur talent. Je suis totalement d'accord avec vous. Nous devons faire un pont avec tout ça et moi, c'est une mission que je vis avec beaucoup de plaisir et de passion parce qu'on transmet, on accompagne. Vous voyez, aujourd'hui, Flora Coquerel, qui a été Miss France 2014, elle a ouvert une maternité, Kenina, au Bénin, et ben on l'accompagne là-dessus. Ça améliore le quotidien des gens. Voilà, c'est ce qu'on fait en accompagnant ces lauréats de Powerhouse, mais aussi ces personnalités qui décident de faire des choses sur le continent et qui, comme vous, ont besoin d'avoir des repères, des contacts, du réseau. Et ben nous, on est leurs repères, leurs contacts, leur réseau, on les connecte parce qu'on se dit que si l'Afrique gagne, ben nous gagnons aussi. Donc voilà, et c'est pour ça que moi, je me sens vraiment... comme un pont dans les différents types de domaines, économie, sport, culture, jeunesse, un pont entre le nord et le sud, et aussi un pont entre le sud et le sud pour que tout le monde puisse se parler. C'est très beau parce que justement, en étant un pont, vous ne vous limitez pas à vous-même parce que c'est quand même plusieurs personnes que vous rencontrez. Vous aurez pu garder ce réseau-là pour vous et ne pas le faire bénéficier aux autres. Et ce que vous faites, vraiment, c'est tout à votre honneur. Vraiment, un grand merci encore. Écoutez, je vous en prie, mais... Pour moi, en fait, je trouve que vraiment avec énormément d'émotion et de sincérité, nous sommes à un vrai carrefour. Voilà, pour que l'Afrique qu'on rêve devienne cette Afrique dans la vraie vie, et ben pour moi, il faut se serrer les coudes des uns avec les autres et se prendre la main parce qu'on est plus fort ensemble que séparément. Et donc pour ça, il faut rassembler ensemble tous les talents dans tous les domaines. Et on a envie aussi d'être l'avant-garde de ceux qui prédisent à ceux qui vont sur le continent en disant qu'ils sont pas heureux, ça s'est pas bien passé, de les aider pour que ça se passe bien. Parce que si ça se passe bien, ils vont œuvrer au développement du continent et les gens qui sont sur le continent vont vivre mieux. Donc je me dis, voilà, notre génération en tout cas, elle doit faire le pari de se prendre la main les uns avec les autres, de ne pas... Voilà, je sais qu'on a ce théorème que moi j'appelle le panier de crabe. Dès qu'il y a quelqu'un du continent qui fait quelque chose, on est les premiers à être pour moi les pires ambassadeurs parce qu'on va le redescendre pour le minimiser. Et ben moi, vous savez, je disais dans un autre podcast il n'y a pas longtemps, moi je suis très fier et très admiratif de mes amis. Voilà, j'ai énormément d'admiration pour Elisabeth Moreno. C'est mon ami. On l'a beaucoup entendu. Et voilà, on un parcours exceptionnel. et tous les gens que... Voilà, Nadège Bossondiane, qui a été une grande actrice chez Plus belle la vie, qui a joué sa pièce de théâtre. Cyril Gann, qui est champion de MMA. Francis Ngannou, quand on se rappelle... d'où il est parti, où il portait le bois sur ses épaules et tout ça, la résilience, la force qu'il a fait pour devenir champion. C'est des profils inspirants. Et en fait, moi, je me dis, fréquenter ces gens-là,
fait que quand on voit Sonia Rolland, première femme africaine à être Miss France en 2000, aujourd'hui elle est productrice et réalisatrice d'une série qui passe sur France 2. On voit tous les parcours de ces gens-là qui nous entourent dans l'économie, dans le sport, dans la musique, dans la culture. On se dit waouh, 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 waouh. Et moi, j'ai pas honte de le dire. D'abord, je suis très admiratif de leur parcours. Ils m'inspirent et ils me donnent la force de me dire que si mes amis sont comme ça, moi aussi je dois être comme ça. Donc le matin, on se réveille et je sais que si jamais je tombe, ils sont à mes côtés. Et si jamais un d'eux tombe et qu'ils ont besoin de moi, je suis à leur côté. On est ensemble. Et ben moi, je trouve ça beau d'être ensemble. Et là, d'avoir honoré 27 personnes la semaine dernière, dont des personnalités comme Elisabeth Moreno, Youssouf Camara, Flora Coquerel, Gaëtan Muller, Stomy Bugsy, Passy. Voilà, Passy, je lui racontais l'anecdote. Hein. Moi, quand j'étais à Yaoundé, je le regardais à la télévision. Voilà, on chantait Bisso na Bisso. Pouvoir se retrouver 25 ans plus tard et que c'est moi qui lui remets la médaille de la République française, ça montre d'abord le chemin parcouru, mais ça montre que voilà, on est ensemble. Et moi, c'est vraiment cette expression de dire qu'on est ensemble et qu'il faut être solidaire. Et les gens parlent toujours de choses qui nous séparent, de choses qui nous différencient, de choses qui nous opposent. Moi, je pense que ce qui nous sépare, c'est ce qui nous permet de nous rassembler. Ça crée notre complémentarité. Et au-delà de ça, moi, je parle plutôt de ce qui nous ressemble et ce qui nous rassemble. C'est cette résilience, ce travail. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Je suis beaucoup tombé. Et Nelson Mandela disait, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Et John F. Kennedy disait, arrêtez de demander ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et ben moi, à chaque fois, je me demande, qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour ouvrir le développement au continent? Et qui peut venir avec moi pour me donner la force pour qu'on puisse y arriver ensemble et qu'on soit plus fort. Et après, le reste, on est sur le terrain. Parce qu'on est tous les 15 jours sur le terrain du continent. Et on fait. Franchement, je suis vraiment plus qu'heureuse d'entendre ce discours. Vous savez, dans notre génération, justement, il y a ce problème-là d'unité. Et d'entendre une personne qui a évolué, qui a émergé, et entendre que vous êtes là pour quand même apporter l'unité, ça fait du bien. Franchement, je suis contente parce qu'un jeune ou une jeune qui entendra ce podcast pourra se dire, ben non, en fait, on ne réussit pas seul. C'est comme on dit, en groupe, on va plus loin. Et c'est vraiment ce que vous venez Exactement. de le dire. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Je vous donne un exemple concret, parce qu'en plus, elle est à côté de nous. C'est Nora qui m'accompagne, donc qui est ma collaboratrice. Elle a 20 ans. Waouh. Voilà. On a organisé un événement sur l'excellence et la résilience des femmes. Et parce qu'on a beaucoup qui parlent de jeunesse. Et ben moi, j'ai souhaité que les deux personnes qui ouvrent l'événement, devant des personnalités comme Virginie Calmels, devant des Sonia Rolland, devant des personnalités qui ont réussi dans pas mal de domaines, Audrey Cheméo, notre championne de judo, Priscia Neto, et ben c'était ces deux demoiselles, une qui a 20 ans et l'autre qui a 22 ans, Nine-Marie, qui ont ouvert l'événement dans lequel d'ailleurs leur maman et leur papa respectifs étaient là. Voilà, donc souvent les gens me disent on parle de la jeunesse. Nous, on parle pas de la jeunesse, on donne aux jeunes. Parce que les jeunes, en fait, ils n'ont pas besoin qu'on les prenne par la main. Comme l'Afrique d'ailleurs, ils n'ont pas besoin qu'on les aide. Ils ont besoin qu'on leur donne le chemin et qu'on leur fasse confiance en leur disant tu vas t'en sortir. Nine-Marie, elle a ouvert l'événement Powerhouse devant Francine Ganou, devant Didi B, devant Sonia Rolland, devant Flora Coquerel, devant Elisabeth Moreno, Elisabeth Chungi. Elle a 22 ans. Voilà. Et elle m'a dit, mais grand frère, tu vas y arriver. Et elle a réussi avec brio. Nora, elle a ouvert la dernière fois. Pareil, elle s'en sort. C'est pour vous dire que l'Afrique aujourd'hui est la jeunesse du continent, parce que Nora est originaire du Maroc, Nine-Marie est originaire du Cameroun. C'est pour vous montrer que, d'ailleurs, vous voyez, Afrique du Nord, Afrique centrale, ensemble. Nous, on ne sépare pas. C'est tous ce même continent. Pour vous dire que la jeunesse du continent, tout comme ce continent africain, n'est pas un continent qui a besoin qu'on le prenne par la main, qui a besoin qu'on l'aide. Moi, les gens me disent, j'ai envie d'aider l'Afrique, j'aime l'Afrique. Je dis, aime ton père, aime ta mère, aime ta femme, c'est bien. Nous, on a besoin qu'on fasse du business dans lequel on sait que tu viens pour gagner, mais que si tu viens pour gagner, l'Afrique doit aussi gagner. C'est ça, le gagnant-gagnant. Et la jeunesse du continent, elle est passionnée, elle est talentueuse, elle est ambitieuse, elle est résiliente. Elle a juste besoin de deux choses, la route de la formation et le chemin vers l'accomplissement de ce qu'elle veut faire. Et le reste, elle va s'en sortir, elle va gérer. C'est très beau, j'en ai les larmes aux yeux. Un mouchoir, s'il vous plaît. Non, vraiment, c'était vraiment parfait, comme je l'ai dit. J'ai aimé la transparence. Vous savez, parce que des fois, quand on reçoit quand même certaines personnalités, ils peuvent vouloir, comment dirais-je, apparaître, ne pas forcément apporter leur savoir
et cacher des choses. Moi, j'ai aimé parce que vous avez été authentique, vous avez parlé avec votre cœur et ça se voit surtout que vous êtes passionné de ce que vous dites. Depuis tout à l'heure, je suis admirative quand je vous écoute. Ça se voit vraiment que vous êtes passionné de ce que vous êtes en train de dire. Et encore une fois, je sais que depuis tout à l'heure, je le dis, mais encore une fois, merci. Parce que vous êtes des personnes qui montrent le chemin. On a besoin des personnes comme vous pour pouvoir dire, OK, il y a Stéphane Tiki qui est là, Nissi Elende sera là aussi. Donc vraiment un grand merci. Non mais Nissi, d'abord vous devez être là. On a besoin. Non mais c'est vrai. Nous on a besoin de vraiment de toutes les forces, d'énergie. En fait moi, ce que je dis aux gens, c'est que c'est d'abord une question d'énergie. Moi franchement, je dis dans la vie, il y a des acteurs et des commentateurs. Les commentateurs, quand c'est bien, ils disent que c'est bien, ou que c'est moins bien, ou quand c'est pas bien, ils disent que c'est bien. Mais eux, c'est leur job de commenter. Nous sommes des acteurs. Et en fait, on a besoin de dire à tous ceux qui veulent... attention, s'il y a des gens qui veulent rester commentateurs, c'est pas un problème. C'est moi, leur problème. Critique pas. Mais je dis juste que... Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'Afrique... Et d'ailleurs, souvent, je dis, j'ai envie d'améliorer l'image de l'Afrique en France. J'ai envie qu'on prône cette Afrique de l'excellence. Parce que les gens, à chaque fois qu'ils parlent de l'Afrique, c'est « Oh, la pauvre petite Afrique, la misère Afrique, le petit Africain ». Nous, on est des Africains de l'excellence. On est venus ici, et moi, je vous ai dit tout à l'heure, je fais partie d'une génération de gens qui sont arrivés ici en 2005, sans mes parents, sans ma famille, sans personne, sans aucun contact. J'avais pas de réseau, j'avais pas de contact, j'avais pas d'amis. On m'a jamais rien donné. Tout ce que j'ai pris, moi, ou que j'ai eu, c'est par le travail. Le travail, la passion, l'ambition, la détermination, l'ambition de l'excellence. Tomber, se relever. Tomber, tu tombes une fois, deux fois, trois fois. Et je disais de toute façon que pour moi, je suis comme un bébé. Le bébé, il n'est pas en sachant courir. C'est ça. Il met un pied, il tombe, il se fait mal, il pleure. Il met un pied, un deuxième pied, il tombe. Même quand il commence à courir, il tombe, il se relève, il continue. Mais pour l'instant, on a la résilience et on a le chemin. Et donc, moi, je vous dis quelque chose. Quand les gens ils viennent avec nous et qu'ils ont l'ambition, même s'ils ont 20 ans, s'ils ont l'ambition de l'excellence, ils ont l'énergie, ils ont la passion, ils ont la soif d'apprendre, et ils ont la détermination, et que chacun apporte sa valeur ajoutée qui fait que même à 20 ans, il y a des choses que tu vois que moi, je ne vois pas parce que tu es excellent dans ton domaine. Et ben nous, on fait... J'ai commencé cette interview en disant, moi, je crois en un seul mot, ça s'appelle l'addition. Donc nous, on fait l'addition. On dit, toi, à 20 ans, plus toi, on a des gens qui ont 45 ans. Voilà, les gars, on fait une passerelle entre nous. Toi, à 45 ans, avec ton espérance de vie, donne-nous ta vision. Toi, à 20 ans, tu pars avec la jeunesse aujourd'hui, donne-nous ta vision. Et ben, on fait la somme des deux et on est plus fort ensemble. Donc, on a besoin aussi de vous parce que vous êtes quelqu'un de charismatique, parce que vous avez du talent, parce que vous avez du potentiel et surtout parce que vous avez une vision. Et à partir du moment où moi, je fais le rêve, et c'est pour ça qu'on a créé ce club, et vous voyez, Powerhouse, ça cartonne parce qu'en fait, on dit à tout le monde, venez nous voir. On a invité, il n'y a pas longtemps, des jeunes étudiants qui rêvaient de rencontrer toutes ces personnalités qui ont réussi, qui ne voient qu'à la télévision ou sur Internet. Et là, on disait, tu sais quoi? Tu rêves de faire du cinéma? C'est très bien. Là, tu sais qui est à côté de toi? C'est Sonia Roland. Elle est productrice et réalisatrice. Mais nous, on te donne la chance. Mais même dans la Bible, on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que là, on te donne la chance, elle passe pas 2 fois à la porte. Elle passe 1 fois. Parce que Sonia Roland, tu sais pas si tu vas la revoir demain. Encore une fois. Voilà. Mais là, elle est à côté de toi. Elle est disponible pour t'écouter et te parler. Si tu as un projet sur le cinéma et que c'est maintenant que tu joues ta chance, vas-y. Et je fais ça aussi parce que, en réalité, et je dis ça aussi j'ai dit ça à Nine-Marie et à Nora, moi, j'aurais rêvé au conditionnel, à leur âge, que quelqu'un vienne me dire, je te prends la main, je vais te présenter des contacts et du réseau pour que tu puisses t'en sortir. Nous, on n'a pas eu ça, nous. On se cognait contre la porte. On disait que si on rentre pas par la porte, on va rentrer par la fenêtre. Voilà. Que même si on n'a pas la clé, c'est rentrer ou rentrer. Mais si quelqu'un nous avait dit à un moment dans la route, t'inquiète pas. Je vais t'aider. Là, elle est ouverte. On serait rentré tranquillement. Mais ça nous a donné aussi la force. Voilà. Mais après, moi, un mot aussi dessus parce que c'est important de le dire. Je rends hommage quand même à des personnalités, voilà, comme Rachida Dati, moi qui m'a fait confiance en 2008. J'ai travaillé avec elle quand elle était garde des Sceaux et jusqu'à aujourd'hui, c'est mon amie. Elisabeth Moreno, hein, avec qui depuis 10 ans, on a toujours été ensemble. Donc moi, j'ai aussi la chance, Virginie Kelmels, hein, pour qui j'ai travaillé, qui a été à 30 ans PDG du groupe Endemol et Canal+, d'avoir des grandes dames qui ont cru en moi, alors que j'avais 18 ans, que je n'étais pas né ici, que je n'avais pas grandi ici, qui m'ont donné ma chance et à qui, aujourd'hui, voilà, on a réussi à tisser même au-delà des relations professionnelles, des relations amicales, fraternelles, qui font que dans la route qu'on est aujourd'hui, on se donne la force et l'un et l'autre. Voilà, c'est ça qui est beau. Vraiment, comme vous l'avez dit, c'est vraiment ça qui est beau. Pour finir notre conversation, si je peux l'appeler comme ça,
on a un autre événement le 17 mai au Palais des Sports. Un mot pour Richesse d'Afrique, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous accepté de faire cet événement? Je vais vous dire la vérité. D'abord, au départ, je ne devais pas être là. Parce qu'en fait, le 17 mai, je suis normalement censé être un événement où je prends la parole au Maroc. Okay. Et quelques jours plus tard, je pars en Côte d'Ivoire, où d'ailleurs, ça va être un autre moment d'émotion. Il y a deux choses. Le premier, c'est un forum international de presse francophone, dans lequel on ramène 300 à 400 boîtes qui veulent s'implanter en Côte d'Ivoire. Des boîtes qui viennent du Nord, Canada, France, Moldavie, mais aussi des boîtes qui viennent du Sud, Cameroun, Congo, donc Nord, Sud, Sud, Sud. Premier moment qui va être fort, parce que c'est le premier forum international des PME francophones en Côte d'Ivoire. Deuxième moment qui va être fort, ça va être un moment émotionnel, parce que le conservatoire de Saint-Viateur d'Abidjan a décidé de m'honorer en donnant le nom, sa salle principale, à mon nom. Donc on va faire l'inauguration à travers une fondation qui s'appelle Trust Her, portée par une dame qui s'appelle Fanny Ursel. Donc ça va être un moment d'émotion parce que c'est la première fois. Je croyais qu'on faisait ça que quand les gens étaient déjà partis. Il se trouve que je touche du bois, moi je suis encore là. Et a priori j'ai encore beaucoup de choses à faire, donc j'espère rester là le plus longtemps possible. Mais ça va être un beau moment parce que vous savez, en tant qu'enfant, la plus grande force et la plus grande joie et bonheur, c'est pouvoir pas redonner à nos parents ce qu'ils ont fait pour nous, mais leur faire voir que cet investissement, parce qu'ils nous ont toujours soutenus. À l'époque, on n'avait pas de moyens, on n'avait rien. Moi, je venais ici en France, j'avais rien du tout. Mes parents, à chaque fois, je disais, papa, envoie-moi de l'argent ici pour faire ça, ci, ça. Avec un peu d'humour, quand je voulais être président des jeunes de l'UMP, je pense d'ailleurs que mon père, il avait toujours pas tout à fait compris la route que je faisais. Et que ma mère, justement, elle disait, on n'a pas compris, mais bon, notre fils a l'air déterminé, il faut qu'on l'aide parce que ça va marcher. Au final, ça a marché. Et de savoir que c'est leur nom aussi qui va être honoré dans un pays qui n'est pas le mien, la Côte d'Ivoire, qui va porter dans une salle de classe, et ben, ça va être un vrai moment d'émotion. Wow. Et voilà, j'aime beaucoup votre événement, c'est qui m'a fait décaler mon voyage pour le Maroc parce que vous parlez de la richesse de l'Afrique. Et si je pouvais vous dire quelque chose, je rêverais, alors je profite, hein, c'était pas prévu, mais qu'à côté de votre richesse d'Afrique, vous mettiez l'Afrique des solutions. Parce que en fait, des événements dans lesquels je vais, c'est toujours là où on parle de l'Afrique des problèmes, de ce que l'Afrique n'a pas. Et d'ailleurs, c'est très marrant, c'est toujours des gens qui sont ici, qui n'habitent pas en Afrique, qui vont vous expliquer comment est-ce qu'on va développer l'Afrique demain. Ce à quoi je trouve ça bien, je dis, bah, si vous avez la solution, il faut venir sur le terrain. On attend que vous, d'ailleurs, finalement. Mais pourquoi, si vous êtes ici, c'est que finalement, bon, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup cet événement qui parle de la richesse du continent à travers la richesse de la terre, parce qu'on a quand même toutes les richesses sur le continent africain. Et surtout pour moi, vous savez, je vais vous choquer, la plus grande richesse du continent, c'est pas sa terre, c'est son capital humain. Voilà, avec la force, le talent, le potentiel et la résilience de ce que les gens ont sur le terrain. Donc moi, je vais venir pour parler de ce potentiel, talent, force, résilience. Je ne suis pas un afro-optimiste, je suis un afro-réaliste qui dit, voilà, on a des problèmes, mais que notre job à nous en tant qu'acteurs, parce que ceux qui disent on a des problèmes, ce sont des commentateurs. Notre job d'acteur, c'est que chaque millimètre de 0,01%, pas 100%, 0,01% que l'on peut changer, permet de faire qu'on vit mieux demain que l'on vivait hier. Yeah. Et donc, votre événement est pour moi ce réceptacle de valeur ajoutée de personnes à la fois inspirantes, mais aussi talentueuses, mais surtout qui sont opérationnelles sur le terrain, qui portent pour moi l'Afrique des solutions. Et qu'on doit écouter pour voir comment est-ce qu'on peut faire les choses. Je termine en vous disant deux choses. J'ai deux projets que je porte aujourd'hui. Je suis en train, avec d'autres, de créer la première banque de la diaspora. Ici, on a envie de porter ce projet-là pour dire aux gens de la diaspora, vous allez avoir demain une banque dans laquelle vous pouvez avoir des conseils et vous pouvez pouvoir vous aider à investir dans les pays d'origine. Et à côté de ça, nous avons aussi une plateforme de financement qui permet de financer les projets. J'ai beaucoup de gens qui me disent, j'ai des projets. Je dis, bah, si tu as des financements, c'est mieux. Et ben moi, maintenant, j'ai une plateforme de financement qui permet de financer les projets s'ils sont fiables, durables et rentables. Vous voyez ? Nous partageons un peu la même vision, j'ai envie de dire. Bah, parce que nous sommes des acteurs. Chez GBC, c'est la même chose pour nous. Nous sommes incubateurs et nous voulons vraiment accompagner les porteurs de projets, les startups, pour pouvoir réussir leur mission. Donc, vraiment très heureuse d'avoir eu cette conversation. On sera là le 17 mai, hein. Soyez prêts. Hein. Et vous avez vu, moi je suis authentique, je dis toujours la vérité. À la fin, j'aimerais que vous puissiez regarder votre caméra et que vous puissiez inviter personnellement les personnes à pouvoir se joindre à nous. Alors, les amis, le 17 mai, il y a un rendez-vous de la première importance. J'entends beaucoup qui à chaque fois disent on n'est pas au courant de telle chose, on n'est pas associé à telle chose,
On n'est pas invité à telle ou telle chose, on a envie d'agir, mais si on n'a pas l'information, on ne peut rien faire. Très bien les amis, ça c'est l'aube du commentaire. Moi, je veux vous envoyer, à travers cet événement que nous portons ici, le 17 mai, cette capacité à devenir acteur. On compte sur votre présence massive pour venir parler de la richesse de l'Afrique, des solutions de l'Afrique. Évidemment, pour parler des solutions, il faut pointer les problèmes. C'est comme un médecin qui fixe le diagnostic. Mais une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut apporter les médicaments qui font qu'on puisse se soigner. Et pour ça, c'est pas entre Niesende et moi, c'est pas entre Elisabeth Moreno et Stéphane Tiki. C'est un intérêt qui nous cultive tous les uns et les autres. Si vous aimez la France, si vous aimez l'Afrique, si vous avez l'envie dans votre cœur et aussi dans votre raison, avec la passion de vouloir œuvrer, même à 0,01% de ce continent qu'on aime tant, on a besoin d'abord d'une chose, d'être tous les uns et les autres autour de la table. Et c'est parce qu'on va partager, comme là vous voyez dans cette discussion, les solutions, que vont émerger encore des solutions encore plus fortes. Pour cela, nous vous donnons tous les uns et les autres rendez-vous le 17 mai. Et il n'y a pas d'excuses, c'est maintenant ou jamais. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est pas demain qui s'écrit, c'est aujourd'hui. Donc rendez-vous le 17 mai. Si j'étais pas organisatrice, je serais venue après cette invitation. Vraiment un grand merci Stéphane Tiki, vraiment pour votre temps, pour votre énergie, parce que c'est très important, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Vous dégagez tellement des bonnes ondes que j'ai encore envie de vous garder, mais je pense que vous avez plein de choses à faire. Ah, ouais. Et surtout, j'ai des yeux autour de moi qui n'arrêtent pas de clignoter, voilà. Donc je pense que je vais vous laisser. Plaisir. Vraiment, merci le beaucoup plaisir pour était l'invitation partagé. et continuez à rester aussi inspirante que vous êtes. Et merci. Je terminerai par une citation que j'ai toujours portée et que je veux transmettre à tous les téléspectateurs. C'est n'oubliez surtout pas une chose, nous avons deux missions, c'est bâtir des ponts entre les uns et les autres ensemble. Et la deuxième, c'est nous devons rêver notre vie. C'est-à-dire que le soir, avant de se coucher, on rêve à ce à quoi on veut aspirer. Et nous devons vivre nos rêves. C'est en rêvant notre vie et vivant nos rêves qu'on pourra porter ces ambitions de l'excellence que nous témoignons ici ensemble. Waouh. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je vous libère et on se dit au 17 mai.